Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine qui fera focus sur la prise en charge des risques professionnels. La journée internationale du travail célébrée le 1er mai dernier a donné l'occasion à nos reporters de recueillir pour vous quelques témoignages des victimes des accidents de travail. Faut-il croire cette fois-ci à l'application des recommandations du Conseil national du travail? Une chronique à ce sujet vous sera proposée dans ce journal. Tout de suite, l'actualité. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à ce journal magazine sur la radio-télévision nationale congolaise. Après 18 mois de transition, c'est une nouvelle page d'histoire qui s'inscrit au Gabon. Hier, samedi 3 mai, plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement de Libreville pour prendre part à la cérémonie d'investiture du président élu aux élections du 12 avril dernier. Brice Oloter, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo, a pris part à cette cérémonie d'investiture. Reconnu comme le temple du football local, le stade de l'amitié sino-gabonaise du quartier Ngonje de Libreville a célébré ce samedi le retour à l'ordre institutionnel du Gabon. Et pour participer à cette fête voulue de la Renaissance, 15 chefs d'État africains ont fait le déplacement de Libreville ainsi que plusieurs délégués de haut niveau venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, à l'instar du conseiller Afrique de Donald Trump, M. Massad Boulos. Arrivé ce samedi matin, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo était bien installé à la tribune d'honneur après le tour d'honneur. 3 moments forts ont marqué cette cérémonie, à savoir la prestation solennelle de serment, le rituel officiel et traditionnel de prise de pouvoir et le discours d'investiture du président élu. Au cours d'une brève audience de la Cour constitutionnelle de transition, le président élu a prononcé le serment de fidélité et de loyauté aux lois de la République. Le premier président de la Ve République a pris l'engagement de sauvegarder les acquis de la démocratie sous les acclamations d'une population liesse. En deuxième lieu, le président assermenté a reçu les insignes et symboles du pouvoir traditionnel au cours d'un rituel spécial. Dans son discours d'investiture, le président Brice Oligui Nguema a indiqué que ce jour marque la renaissance de son pays. Il s'est félicité de l'issue heureuse de la transition de 18 mois qui relance le Gabon dans la voie de la reconstruction. Le Gabon est un modèle de transition réussi, a dit le nouveau maître du palais du bord de mer. Se présentant comme le bâtisseur de son pays, le premier président de la Ve République, Brice Oligui Nguema, a pris l'engagement d'accorder une priorité aux infrastructures, aux réformes institutionnelles, à l'accès à l'eau et à l'électricité, ainsi qu'à l'économie et à la diplomatie. Il s'est félicité de la levée des sanctions d'exclusion de l'Union africaine qui frappaient son pays et a promis de lutter contre la corruption. Élu avec 94,85% de voix à l'élection présidentielle du 12 avril dernier, Brice Oligui Nguema, 50 ans révolus, troque son treillis de militaire pour un costume de bâtisseur. C'est une autre page de l'histoire gabonaise qui s'est ouverte ce jour. La plénière d'hier à l'Assemblée nationale a voté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. À l'ouverture, la plénière a procédé à l'examen et au vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et en Ituri, présenté par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Au total, 315 députés nationaux ont voté pour l'adoption de l'intégralité de textes après l'examen article par article qui entre en vigueur à partir du 7 mai 2025. S'agissant de l'examen de 7 projets de loi de ratification, le Bureau a sollicité un report de l'examen de cette question pour une lecture approfondie de ces textes suite à l'absence des ministres sectoriels pour des urgences d'État.
En outre, le rapporteur Jacques Njoli Essengekeli a relevé le souci de procéder à un examen approfondi de ces collectifs législatifs composés de 7 lois qui devraient être présentées respectivement par les ministres des Finances, de la Justice et garde des Sceaux, de ressources hydrauliques et électricité et de finances, de la formation professionnelle ainsi que celle de la culture, art et patrimoine. Il a souligné la décision prise par le bureau lors de la conférence des présidents, conformément à l'article 152, alinéa 2 du règlement intérieur, de programmer la proposition des honorables Alex Katembo et Kambale Moale après le dépôt des textes similaires proposés par l'honorable Pascal Mongo. Au cours de cette plénière, les élus nationaux ont également voté le report de l'examen de la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en RDC. Plusieurs motions d'information et de procédures ont été soulevées respectivement par les députés nationaux Percy Nzouzi, Eliezer Tamboué et Lady Yango Tikala sur l'insécurité dans le Congo central, l'effectivité du contrôle parlementaire et la controverse sur les poursuites contre les députés nationaux. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a rassuré la plénière de la programmation hebdomadaire du contrôle parlementaire conformément aux prescrits du règlement intérieur. Formalisation de petits et micro-entrepreneurs. Les victimes des incendies de marché de la Liberté et de Delvaux et aux récentes inondations étaient en première ligne grâce à l'accompagnement du gouvernement. Hier, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé ce projet pilote qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des petites et moyennes entreprises. Rempli comme un œuf, le chapiteau GB Kinshasa a vibré d'énergie et de détermination, accueillant 350 entrepreneurs venus du marché de la Liberté et du marché d'Elvaux prêts à formaliser leur business. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé ce samedi le projet pilote de formalisation de petits et micro-entrepreneurs. Cette initiative s'inscrit dans la vision de la première ministre qui tient à la création de plus d'emplois décents au pays et à la protection du pouvoir d'achat de ménages en RDC. La formalisation, ce n'est pas seulement remplir un formulaire. C'est accéder à un statut reconnu, à des droits, à des mécanismes de protection et à de nouvelles opportunités. C'est garantir la pérennité de votre activité, pouvoir grandir, embaucher et transmettre. C'est aussi permettre à l'État d'être plus près de vos besoins et de mieux orienter les politiques d'appui. Mais nous savons que cette transition ne se décrète pas, elle s'accompagne. Elle exige des dispositifs souples, des incitations fiscales réalistes, des outils de formation adaptés et une simplification administrative et surtout de la confiance. Equity BCDC, Afrissure et ARCA sont le partenaire du gouvernement dans la réalisation de ces projets pilotes ambitieux. Selon le ministre de l'Industrie et du Développement de PME, Louis Kabamba-Watoum, cette formalisation offre aux micro-entrepreneurs, entre autres des assurances, pour relancer leurs activités en cas de sinistre. Plusieurs membres du gouvernement, députés nationaux et autres personnalités ont pris part à cette cérémonie. Par ce geste, la chef du gouvernement tient sa promesse en faveur de victimes des incendies de marché de la Liberté et de Delvaux, ainsi que de récentes inondations. Cela renforce aussi la résilience de ces populations sinistrées, masse laborieuse de la République démocratique du Congo. Samedi 3 mai, c'était la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, une occasion pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, de réaffirmer l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la promotion et la défense de cette liberté fondamentale. Dans cet auditoire de l'Université de sciences de l'information et de la communication, l'éthique et déontologie font partie du basique dans le cursus. À côté de cela, il faut ajouter la notion de la liberté de la presse, définie selon cet étudiant. La liberté de la presse désigne le droit
des journalistes, soit de médias, de parler sans être violentés, soit sans subir des pressions mauvaises venant de quiconque. La liberté de la presse a un concept clé. Dans l'exercice de si noble métier, à la RTNC, direction des informations, Angèle Mabiala préside le conseil de rédaction. Chaque samedi ici, cette liberté de la presse tient aussi compte de la ligne éditoriale qui appelle à la préservation de l'image de marque des institutions. À la RTNC, nous évitons une sensibilité négative justement de l'information. Contrairement à ce que les citoyens lambda peuvent croire, qu'ici à la RTNC, où les opposants peuvent se dire qu'à la RTNC, nous les mettons à l'écart, non. Nous traitons les informations et du pouvoir et de l'opposition parce que, rappelez-vous, monsieur, la RTNC, c'est l'église au milieu du village. Une liberté de la presse parfois mise en mal dans des zones sous occupation par l'armée rwandaise où l'omerta est la seule règle. Dans son communiqué, l'organisation Journalistes en danger dénonce vigoureusement le climat général d'insécurité dans lequel travaille le journaliste congolais dans les zones sous contrôle et appelle ces forces négatives au respect du travail de journalistes et de leurs droits. Depuis l'événement du président Félix Tshisekedi, la presse a enregistré des avancées significatives. D'ailleurs, l'actuel ministre de la Communication et Médias, auteur de la loi Mouyaya, fut journaliste. Alors quand vous voulez rentrer dans le souvenir de Mouyaya en tant que journaliste, Mouyaya, on l'appelait le Patrick Poivre d'Arvor. Il a comme caractéristique la recherche du beau et du travail bien fait. Le foisonnement des organes de presse, le phénomène mouton noir et autres pratiques contraires aux principes émergent dans un environnement médiatique concurrentiel, d'où le rôle du régulateur qui est le CISAC dans l'observation stricte de textes et lois du pays. Et puis ce ouf de soulagement pour les usagers de la route Bypass. Nous apprenons le lancement début de travaux de cette route qui relie plus ou moins 3 communes de la ville-province Kinshasa. Un blackout qui a impacté plusieurs ménages avec des conséquences sur l'économie domestique. Coupée en deux, suite à la dernière pluie diluvienne, la route Bypass dans son tronçon, compris entre le triangle, le rond-point Gaba et l'arrêt courant, a été impraticable pendant près de 24 heures. Et très vite, en raison de son intérêt économique dans l'acheminement des produits agricoles, les travaux de réhabilitation ont été lancés pour le retour du trafic, à la grande satisfaction des habitants qui ont vécu un calvaire pendant si peu de temps. La rapidité, nous ne pouvons qu'être contents d'abord de la façon dont ils ont réagi rapidement pour venir en aide de ce côté-ci. Parce qu'il faut dire aussi, la route Bypass est vraiment nécessaire pour aussi l'approvisionnement de la ville de Kinshasa. Et nous sommes très contents, mais nous serons encore beaucoup plus heureux si ces travaux continuaient. Nous avons besoin qu'on trouve quand même une sorte de canalisation pour amener de l'eau vers le bassin qui sont là en bas. Ça serait pour sécuriser à la fois la route Bypass, mais aussi quelques habitants de ce coin. Pendant ce temps, la route principale de l'intendance pour accéder à l'université de Kinshasa, elle, reste impraticable. Constat fait par le député provincial élu de Limba, Norbertine Matanda, qui est allé inspecter cette infrastructure routière. Ici, usagers comme transporteurs, tous s'accordent sur l'urgence dans la réhabilitation de cette route, malgré les multiples sonnettes d'alarme. Dans ses propos, Norbertine Matanda a promis de porter haut la voix de la population auprès des instances de la ville pour une solution dans un délai relativement court. Le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni ont réaffirmé leur soutien aux initiatives de restauration de la paix durable en République démocratique du Congo. La semaine du président qui s'achève a été aussi marquée par la visite de travail du président de la Guinée-Bissau. La semaine du président avec Pierre Kibambeso Moïsa. Un autre dommage à Kinshasa en début de semaine. Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Ambalo, a effectué une visite de travail le 29 et 30 avril 2025 dans la capitale de la RDC. Il a été accueilli au Palais de la Nation par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des entretiens en tête-à-tête. Les deux chefs d'État ont échangé sur des sujets cruciaux liés notamment à la sécurité régionale, aux relations diplomatiques et à la coopération économique. Ils ont convenu de réactiver les commissions mixtes pour explorer les projets communs, en l'occurrence la réouverture des représentations diplomatiques.
Il a été ainsi annoncé l'ouverture des postes consulaires à Kinshasa et à Bissau. Au cours de la rencontre, le président de la Guinée-Bissau a été élevé au rang de grand cordon dans l'ordre national Kabila Lumumba par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des ordres nationaux, en reconnaissance de son engagement pour la paix et le panafricanisme. Toujours au Palais de la Nation, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu avec l'ambassadeur de la République helvétique de Suisse, Jasper Saro, arrivé au terme de son mandat en République démocratique du Congo. Outre le bilan des 3 années du diplomate suisse en RDC, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC et l'amélioration du climat des affaires ont été évoquées au cours des échanges. L'ambassadeur Jasper a dit avoir gardé de bons souvenirs de la RDC. À la Cité de l'Union africaine, le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération, Maxime Prévost, est allé témoigner au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo du soutien du Royaume de Belgique aux initiatives en cours prises par le gouvernement congolais et les instances sous-régionales et internationales en faveur de la paix en République démocratique du Congo. La Belgique donne un maximum de chance au succès de ces initiatives et contribue à apporter son concours à leur réussite, a indiqué l'homme d'État belge. Nous avons exprimé au président Tshisekedi le soutien de la Belgique et d'ailleurs plus largement de la communauté d'États européens, a souligné le vice-premier ministre belge. Les soutiens également exprimés au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et celui du Royaume-Uni qui se range aussi aux côtés de la RDC pour soutenir toutes les initiatives en faveur de la paix en République démocratique du Congo. Reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, l'envoyé spécial du Royaume-Uni, Tiffany Sadler, a émis le vœu de voir tous les processus visant à rechercher une paix durable dans les Grands Lacs, coordonnée dans l'objectif de trouver la paix, la prospérité et la sécurité dans la région. La semaine qui s'achève a été aussi marquée, entre autres, par le début de l'opération d'évacuation des militaires et policiers congolais réfugiés au Burundi, démolition des constructions anarchiques à la gare de Kitambo Magasin et à travers la capitale, célébration jeudi dernier du 1er mai de la journée internationale du travail. La rétrospective de la semaine avec Mami Kadima. L'actualité reste dominée par la démolition des constructions anarchiques sur les sites de la gare de Kintambo, propriété de l'Office national des transports. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le parking sauvage et usage illégal des emprises publiques. Toujours dans le même chapitre, l'hôtel de ville a procédé à la suite des travaux de démolition des constructions anarchiques dans les communes de Barumbu et Limete. Plusieurs familles dorment désormais à la Belle Étoile. 1er mai, célébration de la Journée internationale du travail. En RDC, c'est une occasion de mettre en avant les forces armées congolaises pour leur rôle dans la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Une façon de rendre hommage à ceux qui combattent, notamment les rebelles de AFC M23 et ceux qui sont déjà tombés sur les champs de bataille pour la cause nationale. Une autre célébration en semaine, c'est la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, célébrée le 23 avril de chaque année. Placée sous le thème national prévention des risques professionnels au défi de la transformation numérique et à la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle en RDC. Les autorités du pays se sont réunies pour réfléchir sur la sécurité des mutations technologiques. La RDC commémore chaque 30 avril la Journée nationale de l'enseignement, une occasion solennelle pour saluer le rôle crucial des enseignants dans la formation des générations futures. Mais cette date est aussi devenue au fil des années le miroir d'un secteur en crise chronique où les promesses officielles peinent à se traduire dans le fait. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo saluent le lancement de l'évacuation vers Kinshasa des militaires, des policiers et des membres de leur famille qui étaient protégés depuis plus de 3 mois par la MONUSCO à Goma.
L'opération a été rendue possible après de longues négociations entre la MONUSCO, les autorités congolaises et le M23. Dans l'entretemps, les deux premières dames, à savoir Denise Nyakero Tshisekedi et Angelina Ndayishimiye du Burundi, ont visité en semaine le site des réfugiés de Mousséni au Burundi. Les camps qui accueillent plus de 18 000 réfugiés congolais et ont fui les violences dans l'est de la RDC. Kinshasa a abrité la deuxième session de la commission permanente mixte défense et sécurité RDC-Burundi. Le go a été donné le 27 avril dernier par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Objectif: élaborer des stratégies visant à renforcer la coopération en matière de sécurité, à prévenir les infiltrations et à consolider la paix. Et pour terminer cette rétrospective, les Kinois utilisent de plus en plus les mototaxis pour contourner les bouchons à travers les différentes artères de la ville. Il s'avère que ces moyens de transport coûtent cher et les usagers invitent les autorités à réguler les prix. Le travailleur était à l'honneur le 1er mai dernier, ce qui a permis à certains de se rappeler des loyaux services rendus et d'autres, par contre, se sont souvenus des accidents de travail et des maladies d'origine professionnelle dont ils sont victimes. C'est le premier dossier de ce journal magazine sur la sécurité sociale. Lucie Lavie, Chisinda et Patrick Kachala. Les accidents de travail et les maladies professionnelles constituent les risques professionnels auxquels les travailleurs sont confrontés dans l'exercice de leur métier. Ces événements imprévus ou incontrôlés surviennent pendant les heures de service, au lieu et ou sur le trajet. Ces cas peuvent causer des dommages physiques aux travailleurs et ces derniers sont pris en charge dans ces cas selon leur régime de sécurité sociale. En République démocratique du Congo, nous avons des régimes de sécurité sociale. Le premier géré par la SNCS et le deuxième est géré par la SENSAP, qui est une caisse de sécurité sociale pour les agents publics de l'État qui sont régis par les statuts des agents de carrière de services publics de l'État. Mais à cela, il faut ajouter les enseignants, les professeurs d'université, les magistrats et les militaires qui ont des statuts spéciaux. Actuellement, avec la SENSAP, les accidents sont pris en charge par la SENSAP, mais c'est toujours le même régime déclaratif. Donc il faut déclarer et une fois déclaré, l'agent public sera pris en charge par la SENSAP. Parce que à la SENSAP, on n'a pas un problème de cotisation pour que la SENSAP dise que je n'ai pas pris l'agent en charge parce que toutes les cotisations se retiennent à la source. La Caisse nationale de sécurité sociale, elle, organise la sécurité sociale des travailleurs, des sociétés de l'État, des établissements publics et des sociétés privées, mais elle fonctionne grâce à l'affiliation et à la cotisation. En cas de risque professionnel, la loi a prévu une prise en charge des victimes. Malheureusement, certaines entreprises se soustraient de cette obligation. Nous, au niveau de l'intersyndicat du Congo, nous avons relevé des cas où il y a des entreprises qui ne déclarent pas leurs travailleurs. Donc, un travailleur peut faire 10 ans, 15 ans sans être déclaré à la CNSS. Et là, c'est vraiment très dangereux parce que la carrière de l'agent n'est pas protégée. Le cas de Mme Bene Kazadi en est une illustration parfaite. J'ai eu cet accident en plein service. J'étais à la cuisine, mais à ce moment-là, j'étais affectée au room service de l'hôtel Intercontinental. Alors, on utilisait l'alcool de bon goût pour chauffer la nourriture. Le petit bocal qu'on met l'alcool, il y avait encore source de chaleur à l'intérieur. Croyant que ça s'était déjà refroidi, en mettant l'alcool, et il y a eu explosion. C'est là où il y a eu l'accident. J'avais le feu sur moi. Non, je n'ai pas été prise en charge. Je n'étais pas indemnisée du tout parce que je n'ai pas été déclarée à l'INSS à l'époque, aujourd'hui CNSS. 15 ans après, je n'étais pas déclarée, mais j'ai signé un contrat de travail.
L'accident de travail a causé un handicap physique à cette enseignante. Madame Joséphine Ngalou fut enseignante à l'EP 4 Yolo Nord depuis 1964 et attend sa pension de retraite. Quand j'étais à l'école, je devrais maintenant superviser les travaux qui se font à l'école. Et en me déplaçant brusquement, le mur était tombé sur moi pour m'amener à l'hôpital. La MESP et le ministre Maker m'ont pris en charge pour qu'ils puissent s'occuper de cette situation-là. J'ai souffert. Maintenant, je suis à la maison. Plutôt que d'attendre qu'un accident se produise, les entreprises doivent s'attaquer aux causes profondes et rendre les lieux de travail plus sûrs avant que les choses ne tournent au vinaigre. Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du travail, notre rédaction s'est focalisée sur les risques et conséquences sur la santé de certains métiers, cas des motards appelés autrement Wewa. C'est le deuxième dossier de Diane Balaka. La sollicitation est intense. Le motard reste plus longtemps sur sa moto en marche. Chaque jour, ce motard passe par toutes les frayeurs sur la chaussée. Au-delà du danger physique lié aux accidents de la route, il s'expose aussi à des maladies professionnelles. Surtout quand on ne sait que se mettre au-dessus du réservoir d'une moto en plein régime, dégageant autant de chaleur, peut provoquer certaines anomalies sanitaires. Les secousses que les motards subissent lors de leur travail ont absolument des conséquences. Sur le plan squelettique, ces secousses ne peuvent que retentir au niveau de la partie basse de la colonne vertébrale. Vous voyez, quand ils sont assis, il y a une courbure qui se fait entre la partie haute et la partie basse. Mais la chute aussi, parce que l'état de la route les expose à des chutes. Et quand les motards tombent, s'ils tombent, il y a une chute qu'on appelle la chute en califourchon, c'est-à-dire qu'ils tombent en percutant son bassin, à même les pavements, à même la macadam, à même une bordure. Il peut avoir la lésion de l'urètre. Des maladies que ces usagers semblent encore ignorer. Certains, par contre, sont conscients du danger. Pendant la journée, rouler toute la journée est déconseillé. Nous ressentons le poids beaucoup plus la nuit. Même pour manger, ça devient très difficile. Nous prenons les anti-inflammatoires pour nous permettre de se tenir encore debout le jour suivant. Nous supportons seulement, mais nous ne savons pas s'il y aura des inconvénients après. Mon corps fonctionne normalement. Je ne prends aucun produit. La douleur des dos ne m'handicape en rien. D'ailleurs, je suis père de 4 enfants. Ça fait maintenant 15 ans. Ouais, ça fait déjà 2 ans. 2 ans déjà depuis que je suis sur la route. Nous ressentons beaucoup plus de douleur sur la colonne vertébrale, raison pour laquelle je prends des produits. Mais ma santé sexuelle n'a jamais été affectée. Lorsque vous prenez fréquemment ces produits, vous en devenez dépendant. Blaise Kapinga, docteur chirurgien, donne des explications sur les risques auxquels sont exposés les motards. On a beaucoup de cas d'insuffisance rénale liés à cette prise incontrôlée, prise anarchique de tous ces produits. Ça, c'est un élément très important. Nous devons, les motards, ce sont nos frères. C'est la jeunesse. La jeunesse, c'est l'espoir de demain. Les réflexes, c'est tout à fait normal. Il perd ses performances. Il a besoin de reprendre ses performances. Il ne peut que recourir à certaines solutions, quoique malheureusement mauvaises. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vertus dans les plantes médicinales. Il y a plusieurs vertus, mais le plus grand problème, c'est l'usage abusif, l'usage désordonné de tous ces produits qui amènent à plusieurs cas d'insuffisance rénale. Une occasion pour ces médecins d'interpeller les motards à se faire de temps à autre diagnostiquer en vue d'éviter des gros risques.
Le SMIG sera d'application pour son premier palier en ce mois de mai. Eh bien, la décision est du Conseil national du travail. Faut-il espérer à la concrétisation de cette énième décision? Eh bien, Eddy Tchala réfléchit à haute voix à travers cette chronique. La 37e session du Conseil national du travail a vécu et elle avait pour but, comme les précédentes d'ailleurs, de faire les propositions au gouvernement sur l'amélioration des conditions de travail. Et comme toujours, c'était la tripartite, le banc gouvernement, le banc syndical et le banc patronal. Session après session, on parle du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG et année après année, on a du mal à l'appliquer. Le SMIG est toujours à appliquer par palier, mais les entreprises, elles, n'engrangent pas de bénéfices par palier. Dans chaque discours de l'intersyndicale nationale, le 1er mai, fête du travail, les paragraphes des 15 différents discours des 15 dernières années peuvent s'interchanger et garder la même logique, c'est-à-dire que nous faisons du surplace. Cette fois, le premier palier sera appliqué dès mai 2025 et le deuxième palier en janvier 2026. Dieu seul sait si les travailleurs y ont cru. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment de l'appliquer, l'avenir du commerce va être en ébullition. Il y aura un nouveau round de négociations au ministère du Travail, national ou provincial. Certains employeurs, pour ne pas les nommer, narguent les pouvoirs publics et même souvent au nom des capitaux frais qu'ils apportent. Et le patronat, où ils sont membres, les soutiennent toujours. Pris en individuel, le travailleur n'a aucune possibilité de revendiquer, même si la loi le protège. Les inspecteurs de travail sont en nombre insignifiant au regard des conflits courants de travail. Si la question élémentaire du salaire pose encore problème, il va sans dire que les avantages sociaux sont un mirage. Les travailleurs n'ont qu'à avoir une santé de fer de janvier à décembre. Tu oses tomber malade, tu te fais remplacer, la vie continue. Tu vas à l'inspection du travail, tu uses tes talents, tu épuises tes économies. En réalité, tu te ruines avant une hypothétique solution. Les horaires de travail, les congés légaux, c'est une autre paire de manches. Chaque 1er mai doit être un moment de bilan, mais aussi de perspectives. Les pouvoirs publics doivent agir avec fermeté devant les caprices de certains employeurs. On termine par la rétrospective des journaux Paris cette semaine avec Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Kinshasa et Kigali signent un accord sous la pression américaine, constate Info27.cd. Un accord pour arrêter la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 conquiert la cité de Kaziba au sud Kivu, révèle Info27.cd. Ceci malgré les engagements signés à Doha au Qatar et à Washington aux États-Unis en faveur d'un cessez-le-feu. Les troupes de la SADC plient bagages et quittent Goma par le Rwanda, annonce actualité.cd. Un retrait consécutif à l'ultimatum lancé à la SADC par l'AFC 1-23. La Belgique est totalement en désaccord avec la politique du Rwanda dans l'est de la RDC, propos du vice-premier ministre belge Maxime Prévost, relayé par Econews. Un soutien de taille au président de la République, Félix Tshisekedi. En croire la référence plus, le général ougandais Muhoozi Kainerugaba promet de soutenir Félix Tshisekedi autant que possible et s'oppose au retour de Joseph Kabila au pouvoir. Le comité international de la Croix-Rouge alerte sur une crise sanitaire persistante dans l'est de la RDC, rapporte Info27.cd. Plus de 140 blessés par armes ont été recensés en seulement 2 semaines. Une ligne haute tension sabotée par la milice Mobondo dans la ville de Bandundu, note le potentiel.cd. La Société nationale de l'électricité parle de la destruction de tous les matériels, plongeant toute la ville et ses environs dans le noir. 9 bandits, dont un policier aux arrêts à Kolwezi, dans la province du Lualaba, selon 7sur7.cd. Ces derniers sèmaient la terreur dans la cité de Luilou.
La dépravation des mœurs se porte bien à Mbujimaï, dans la province du Kasaï oriental, affirme RTNC.cd. Des individus de deux sexes s'adonnent à cœur joie à des spectacles obscènes menaçant l'éducation des adolescents. Ramada Poki et Pascal Sicho ont réalisé ce journal. Ruben Kumbu, Alain Galia, Ernest Bolikoko ont assuré la partie technique. Je serai relayé sur ce plateau à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée par Sylvie Moembo. D'ici là, portez-vous bien.